Alors, je l'aime beaucoup le Bob. Je l'aime beaucoup. Je le mets pendant mes live Twitch, mais je sais pas si je vais l'assumer pendant toute cette vidéo. Je suis pas sûr. Et salut l'équipe, c'est Samy pour un French Sports News. J'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. On va parler des médias sportifs. Je me suis dit, faisant seulement une vidéo, des 10 choses que tu trouves un peu dérangeantes, un peu dommages, un peu à améliorer dans ce monde des médias sportifs. Et donc, je me compte dedans, bien sûr. Je fais partie de ces 10 problèmes. Pensez à mettre un like et on est parti. Première chose qui me dérange dans le monde du sport, dans le monde des médias sportifs, c'est les clickbaits, les mondes du putaclic, et ça s'applique pas que sur YouTube. Les médias comme les youtubeurs, comme la télévision, comme la radio ou même comme les journaux, ça fonctionne pareil. Le média crée un contenu, le contenu attire une audience, l'audience est intéressante pour des marketeurs qui cherchent à faire des pubs et du coup, la personne qui crée le contenu, le média, peut vendre cet espace publicitaire et vivre de ce contenu. C'est pour ça qu'un youtubeur comme moi peut vous demander de vous abonner, peut vous demander de mettre la cloche, peut vous demander de mettre un like. Tout ça, c'est pour attirer plus de yeux sur son contenu. Quand c'est ton youtubeur préféré, je trouve ça un petit peu cool. Tu peux aider quelqu'un à améliorer sa qualité de vie, mais à la seconde où tu t'attends à une certaine qualité de contenu, surtout venant d'une grande entreprise de médias, et que tu te retrouves avec les mêmes titres putaclic qu'un mec qui pourrait être un blogueur, t'es un peu frustré. Et moi, c'est un des reproches que je fais à beaucoup de médias sportifs, c'est que je me retrouve à voir des professionnels, des gens qui ont fait des études en journalisme et des grands moyens derrière. Tout ça pour faire du contenu très putaclic, juste parce que il faut rémunérer plein de monde dans ce média. Mais de l'autre côté, parce que dans les médias, il y a les deux parties, il y a les consommateurs aussi. Si on est consommateur et qu'on ose dire qu'on veut plus de qualité de contenu, c'est à nous de faire attention. En tant que consommateur, si vous n'aimez pas quelque chose qui est de moindre qualité, c'est très important pour vous de ne pas y prêter attention, de ne pas vous donner vos yeux à ce contenu. Pour vous donner l'exemple des dernières années, LeVar Ball a été un des personnages les plus détestés dans le monde du sport. Et beaucoup de personnes avaient un avis sur lui. Mais par contre, à chaque fois que LeVar Ball venait sur un plateau télé, ces plateaux télé faisaient des records d'audience. Ça veut dire que même si vous n'appréciez pas la personne, vous regardiez quand même. Et au final, ça rapporte de l'argent dans les poches du média. Alors c'est extrêmement important pour vous, en tant que consommateur, de choisir très précisément ce qui vous intéresse. Parce qu'à la seconde où vous donnez vos yeux à un média, vous lui donnez, d'une manière ou d'une autre, un peu d'argent. C'est votre responsabilité de donner votre attention à ce qu'il mérite. Chaque clic, chaque vue, chaque like, tout ça, c'est important. Deuxième chose qui me dérange dans ce monde des médias sportifs, c'est les journalistes qui posent des questions aux athlètes en général après les matchs. Et tu sens vraiment qu'ils cherchent la petite bête, ils cherchent à poser un piège, ils cherchent à faire venir le joueur dans un sujet qu'il ne maîtrise pas ou peut-être critiquer ses propres coéquipiers, critiquer les adversaires. Et il cherche quelque chose, le journaliste. On le voit énormément en NBA, un peu moins en NFL parce que la NFL a moins ses images, ses icônes importantes. En NBA, chaque équipe a un petit peu son icône, son joueur phare. Et les journalistes essayent tant bien que mal, certains journalistes, encore une fois c'est seulement certains, qui essayent de chercher la petite bête à ces joueurs pour qu'ils disent quelque chose en conférence de presse. Je trouve ça extrêmement fatigant parce que j'ai déjà été joueur, j'ai jamais été joueur au point où j'avais de la presse qui me posait des questions sur mes matchs, mais je peux comprendre comment un joueur commence à être un petit peu frustré en allant soir après soir en conférence de presse après un match et il sait très bien que lui, ce mec en particulier, ce journaliste pour ce média, il va venir et il va chercher la merde parce qu'il va chercher le mot qui va faire mal dans son gros titre. Et je le ressens surtout à la seconde où j'ai un joueur qui est en interview avec un journaliste en qui il a confiance. Quand un joueur est avec un Rachel Nichols par exemple, que j'aime beaucoup, on sent que les joueurs sont à l'aise avec elle parce qu'on sent que les joueurs ont confiance. Ils n'ont pas peur de se livrer à elle parce qu'elle va pas chercher le clickbait. Elle va pas chercher le gros titre. Elle cherche juste à être un porte-parole pour les joueurs. Et moi, c'est ce que j'aimerais faire éventuellement avec mes podcasts, c'est donner un peu une plateforme aux joueurs où ils peuvent parler. Je vais pas leur tendre des pièges, je vais juste leur donner cette opportunité de discuter. La troisième chose qui m'énerve un petit peu dans ces médias sportifs, c'est la dynamique que les médias ont pour créer la légende d'un jeune joueur surtout, créer la légende d'un jeune joueur universitaire et dès qu'il arrive en pro ou dès qu'on n'arrive plus à augmenter cette légende de ce joueur, ces mêmes médias commencent à le critiquer. Je vais vous prendre l'exemple de Joe Burrow en ce moment. Mais ce même processus, vous pouvez l'appliquer à plein de joueurs. Il y a plein de joueurs, donc Joe Burrow par exemple, qui commencent à apparaître sur le monde des médias sportifs.
C'est typiquement l'histoire que les médias adorent couvrir parce que c'est l'American Dream. C'est un joueur qui a été moins bien recruté. C'est un joueur qu'on n'attendait pas du tout à cette draft il y a un an. C'est un joueur qui était moins bon, qui a dû être transféré de son université et il a commencé à être bon à LSU. Et il a eu un nouveau coach et il a dominé. Et ensuite il devient Heisman. Et ensuite il gagne le titre. Et pendant toute cette histoire, c'est génial pour les médias. On a quelque chose à couvrir, c'est quelque chose d'historique. Le joueur est en train de devenir une puissance. Et maintenant qu'il a tout gagné, qu'il va devenir le premier choix de la draft dans l'Ohio, là où les Bengals ont le premier choix de la draft, eh ben les médias ils peuvent plus construire la légende de Joe Burrow. C'est déjà au maximum. Et on voit tout de suite un changement, un retournement du côté des médias parce qu'ils n'arrivent plus à attirer l'attention des gens vers lui parce que les gens sont déjà, en ont eu déjà assez de Joe Burrow. Il est excellent, on le sait. Et donc du coup maintenant les médias essaient de casser un petit peu la coquille de Joe Burrow en parlant de peut-être ne pas accepter de jouer pour les Bengals, en allant à la combine, en voyant que sa taille de main est un petit peu petite. Et ben les médias prennent cette histoire et vont tout de suite créer du doute sur Joe Burrow alors que ça faisait 8 mois qu'ils étaient en train de créer une légende autour de lui parce qu'ils ont vu que l'attention des consommateurs n'était pas du côté de Joe Burrow, la légende. Ils ont dû faire quelque chose avec ce personnage qu'ils ont créé et ils ont dû un petit peu commencer à le casser. Alors qu'il a la même taille de main que Patrick Mahomes qui vient de gagner le titre de MVP du Super Bowl, les médias commencent un petit peu taper sur Joe Burrow parce que ça ne marche plus de lui donner des louanges. Et c'est arrivé énormément de fois avec des joueurs universitaires qui arrivent en Ligue Pro et ça y est, les médias ne peuvent plus créer une légende sur ce joueur et ils commencent à un petit peu taper sur eux. Et là je pense à Zion Williamson en NBA pendant qu'il était au lycée et à Duke, ça a été une grosse légende des médias et à la seconde où il s'est blessé, ça y est, c'était le sujet de tous les talk shows. Est-ce que Zion pourra tenir? Et tout le monde avait son avis et essayait un petit peu d'avoir son avis négatif sur Zion Williamson. Et j'acclame les seuls médias qui ont été très droits au sujet de Zion et qui ont cru en lui et qui ont toujours été derrière lui même pendant ses blessures. Quatrième chose qui me dérange au sujet des médias en sport, alors c'est un petit peu similaire mais ça se passe que dans la Ligue Pro, c'est quand des ligues utilisent des joueurs comme emblème pour les faire monter et ensuite les détruisent par la suite. C'est à peu près la même chose mais ça se passe à l'intérieur de la Ligue Pro. Auparavant je parlais de prospects qui se faisaient juger et au moment où il y a la transition dans la ligue ils se font un petit peu taper dessus. Là je parle de joueurs qui à l'intérieur de leur propre ligue se font idolâtrer puis ensuite un petit peu taper dessus. Pour moi l'exemple typique de ça c'est Odell Beckham Jr. En étant blessé sur le début de sa saison de rookie, il est passé sous le radar des médias, il a explosé ensuite avec son catch surtout face à Dallas en Monday Night, c'est devenu une légende de la NFL, il est plus suivi sur Instagram que des équipes entières et la NFL a adoré utiliser l'image d'Odell Beckham année après année pendant qu'il était chez les Giants, pendant qu'il était exceptionnel. Mais par contre, à la seconde où les performances de son équipe étaient un petit peu en train de baisser, les médias n'ont pas hésité à le prendre et à chaque fois qu'Odell Beckham fait quelque chose, c'est jugé, c'est épié, c'est partagé parce qu'ils savent que Odell Beckham, ça attire des yeux. Et à un certain moment, parler d'Odell Beckham et parler des belles choses, ça n'intéressait plus les gens. Du coup, on a dû passer à être un petit peu plus critique sur son attitude. À chaque fois qu'il est en voyage à Paris, à chaque fois qu'il porte quelque chose de très spécial sur le terrain, à chaque fois qu'il dit quelque chose, et on a un paquet de journalistes qui essayaient de tirer des mauvais mots de sa part. Et je l'applaudis à ce sujet parce que l'an dernier, c'était pas facile à Cleveland avec les Browns, avec un mauvais coaching staff, mais il a toujours tenu tête aux médias et il a toujours dit les bonnes choses. Cinquième chose qui me dérange dans le monde du sport, et ça vous le connaissez, dans tous les sports ça existe, il y a un mec comme ça, là je parle de la personnalité dans le monde des analystes sportifs qui est toujours pas d'accord avec ce qu'on dit. Il y a toujours un mec qui va aller à la télé ou sur YouTube ou dans sa radio et il va dire non, je suis pas d'accord. Il va toujours dire qu'il est pas d'accord. C'est le genre de médias qui vont vous dire Damien Williams, il aurait dû être MVP du Super Bowl, le running back, il a eu 100 yards à la course, il a marqué, c'est lui le MVP. Arrêtez. On sait que c'est Patrick Mahomes qui a porté son équipe sur ses épaules, qui a rattrapé, qui a fait ce comeback, qui a réussi à percer cette défense des 49ers que personne n'a pu percer pendant la saison. C'est ce genre de personne qui, quoi que LeBron James puisse faire dans sa carrière, non, c'est jamais assez bien pour eux. C'est le genre de personne qui voit Lamar Jackson enchaîner des matchs à la passe qui ont été excellents et toujours dire non, il n'y a pas de futur. Lamar Jackson, il n'y a pas de futur. Encore une fois, c'est attirer les yeux des gens qui est intéressant pour ce genre de médias. Et il y a toujours quelqu'un qui va prendre ce rôle de l'avocat du diable. Et c'est bien par certains moments, mais moi ça me fatigue quand c'est toujours la même personne. Quand tu vois une personnalité à la télé
qui vient et tu sais qu'il va être contre l'opinion publique, c'est assez frustrant. Que tu sois contre l'opinion publique de temps en temps, il n'y a pas de souci. Mais si tu es tout le temps contre l'opinion publique, il y a un problème avec toi. La sixième chose qui me dérange et qui m'énerve dans le monde des médias sportifs, c'est les personnalités dans le monde du sport qui crient après une révolution à chaque nouveau joueur qui est en train d'être un petit peu chaud en ce moment. Je m'explique parce que ça se passe surtout en NBA. En NBA, dès qu'il y a un nouveau phénomène, il y a toujours un article qui va sortir pour dire le nom du joueur, c'est la prochaine révolution de la NBA. Il y a quelques années, c'était Kristaps Porzingis. Et selon pas mal de gens, voilà, c'était la licorne. Et j'avoue que Kristaps c'est excellent, hein, mais ça y est, c'était la licorne, c'était le nouveau modèle de joueur et que toutes les équipes NBA devraient chercher son joueur à plus de 7 pieds qui peut shooter à 3 points et dribbler. Des Kristaps Porzingis, il n'y en a pas 36. C'est pas une révolution. Il y en a un comme ça. C'est pas une révolution en NBA. Et en plus de ça, il changera pas la NBA, Kristaps Porzingis. Moi, je pense profondément qu'il y a que très peu de joueurs qui ont changé la NBA, qui ont changé vraiment tout le reste de la ligue. Tout le reste de la ligue a essayé de faire comme ou a essayé de faire contre cette personne. Pour moi, tu peux dire, allez, Wilt, Bill Russell, Magic et Bird, Jordan, LeBron et Steph Curry. Si tu veux rajouter un nom ou deux de plus dans ce top 7, disons, tu peux. Mais il n'y a pas 10 personnes qui ont changé la NBA. Cette année, on le fait avec Zion, alors que Zion, c'est un spécimen qu'on n'a jamais vu, on n'en reverra pas des comme ça. Et du côté des 76ers, on avait vu Embiid, qui avait été cité comme le nouveau big man dominant de cette ligue, ou même Simmons, qui était le nouveau Magic Johnson, qui a un don à la passe comme pas possible. C'est des gars qui n'ont pas révolutionné la ligue, c'est d'autres superstars, c'est des joueurs excellents, mais pas tout le monde peut révolutionner la ligue. Alors s'il vous plaît les journalistes, vous n'êtes pas obligés de dire que quelqu'un va révolutionner la ligue à chaque fois. La septième chose qui m'énerve dans le monde des journalistes sportifs et des médias sportifs en général, c'est les journalistes sportifs qui ont un certain âge, et qui vont toujours te dire que l'ère auparavant, leur ère du basketball, leur ère du football, leur ère de n'importe quel sport était mieux. Alors je comprends que dans les années 80, 90, la NFL et la NBA, ça a été génial. Il y a eu des joueurs absolument géniaux. Voilà, bravo, c'est très bien. Votre ère était super. Et oui, les gros dribbleurs, les joueurs un petit peu frêles, les joueurs qui sont un peu plus soft, peut-être qu'ils fonctionneraient pas aussi bien dans vos ères à vous, les anciens. Mais j'aimerais bien pouvoir discuter avec les fans ou avec les journalistes ou avec les médias qui parlent de ces anciennes ères du basket et du football et qu'on puisse respecter leur ère et qu'ils puissent aussi respecter la nôtre, respecter ce qu'on voit en 2018, 2019, 2020. Steph, en n'importe quelle année, il aurait dominé et aussi en n'importe quelle année, il aurait galéré défensivement comme il galère défensivement en 2020. Kevin Durant, je veux entendre personne. N'importe quand, il aurait été un des meilleurs joueurs sur le terrain. En NFL, Steve Young pourrait dominer aujourd'hui en NFL, tout comme Russell Wilson aurait pu dominer en 1960. Des grands joueurs, ils auraient dominé quelles que soient les ères. Alors ça mène à mon 8e point, j'espère que j'ai bien compté, c'est mon 8e point. Un des trucs qui m'énerve le plus dans le monde du sport, mon Dieu, est-ce qu'on peut l'arrêter? Le débat entre LeBron James et Michael Jordan. Ce qui m'énerve, c'est que ce débat ne finira jamais. Et ce qui m'énerve, c'est qu'à chaque fois qu'on fait les louanges de LeBron James qui joue aujourd'hui, on a les fans de Michael Jordan qui nous regardent un petit peu comme ça. Parce qu'à la seconde où les louanges sont un petit peu trop intenses, on a l'impression qu'on marche sur leur plate-bande. On ne peut pas trop applaudir LeBron James parce que même si on ne cite même pas Michael, ça implique qu'il est dans la discussion, il est dans le coin. Alors Michael Jordan a gagné 6 titres, il a perdu 0 finale, 6 fois MVP des finales. LeBron James, il est allé à 8 finales et il en a perdu 5. Mais de l'autre côté, Michael Jordan, il n'a pas passé le premier tour sans Scottie Pippen. Et quand Michael Jordan a quitté les Bulls étaient quand même en playoff. Quand LeBron James quitte une équipe, ils sortent des playoffs. Et en plus de ça, LeBron James finira avec plus de points, plus de passes décisives, plus de rebonds, plus de victoires en playoff que Michael Jordan. Mais je suis pas là pour faire ce débat, moi. Parce que ce débat, il finira jamais et il me fatigue, ce débat. Mais est-ce qu'on peut juste apprécier LeBron James qui est en train de finir sa carrière sans se faire attaquer par des anciens fans de Michael Jordan ou des fans actuels de Michael Jordan comme si on attaquait Michael? La 9e chose qui me fatigue un petit peu dans le monde du sport, dans le monde média sportif, c'est les journalistes qui essaient de rendre n'importe quoi un événement majeur. Alors ça se passe surtout en NBA parce que la saison est beaucoup plus longue qu'en NFL. À chaque grosse rencontre ou à chaque grosse performance, on a des articles, on a des moments dans les médias qui disent ça c'est la victoire qui va changer la saison pour telle équipe. Ou à la seconde où on a un joueur qui est top 10, top 15 en NBA, qui fait une grosse performance en saison régulière,
Et en plus de ça, face à une autre star, on commence déjà à se dire dans les émissions télé, dans les émissions le lendemain, est-ce que lui il est top 5 en NBA? Il y a tellement de matchs, tellement de mouvements, tellement d'activités en NBA avec 82 matchs sur une saison que on ne peut pas, à chaque fois qu'il se passe une grosse chose, couronner quelqu'un du meilleur titre. C'est pour ça que j'aime pas trop traiter de l'actualité sur ma chaîne YouTube, parce que à la seconde où il y a une performance ou une autre, je sais que j'ai une avalanche de commentaires le lendemain dans une ancienne vidéo qui contredit peut-être l'avis que j'avais il y a 2 semaines. Littéralement sur les dernières finales NBA, on avait des gens qui disaient que Kawhi Leonard était le meilleur joueur de la planète, et j'étais d'accord à ce moment précis parce que Kawhi Leonard a fait des playoffs légendaires et a battu Philadelphie puis les Warriors. Mais si vous avez cet avis, si vous êtes d'accord que Kawhi Leonard à ce moment-là est le meilleur joueur de la planète, je veux pas vous entendre une semaine après le début de la ligue, une semaine après le début de la NBA dire « Ah peut-être c'est pas le meilleur de la NBA parce que il load manage, donc il joue pas tous les matchs, donc on peut pas dire que c'est le meilleur ». Vous pouvez pas changer d'avis aussi vite. Et la 10e chose qui m'énerve un petit peu dans ce monde des médias sportifs, et je m'inclus là-dedans, c'est de ne pas accepter, de mettre de côté que ces joueurs sont aussi des humains et ils ont aussi des problèmes mentaux, ils vivent la même chose que nous. Le sport déjà de base, qu'on joue toi ou moi dans un terrain avec 0 fan, c'est déjà très intense en émotion. C'est intense physiquement et c'est intense en émotion. Alors imaginez déjà jouer dans des arénas remplies de 30 000, 50 000 personnes. Et en plus de ça, dans l'ère où on a les médias qui vont analyser tout et n'importe quoi à chaque match, à chaque annonce dans les médias. On a quelqu'un qui va donner son avis publiquement sur les réseaux, comme je suis en train un petit peu de le faire. Je reviens par exemple sur ma vidéo sur Kyrie Irving où j'ai dit qu'il est peut-être bipolaire. Moi, si je suis Kyrie Irving, j'aime pas trop qu'il y ait un mec random que je connaisse pas du tout qui remet en question ma santé mentale à l'autre bout du monde basé sur des choses que j'ai dit dans les médias. C'est pour ça que j'étais si mal à l'aise de poster cette vidéo personnellement. Kevin Durant, de son côté, avec ses activités sur les réseaux sociaux, il sait qu'à chaque fin de tweet, il peut avoir un segment sur ESPN avec 4 personnes qui analysent ses tweets. Je sais pas comment ça se passe entre les 2 oreilles pour Kawhi Leonard, mais au moment où il s'est fait intégrer chez les Raptors et qu'il a eu son rire et qu'il s'est fait moquer par tout le monde entier sur les réseaux sociaux, ça doit être très dur mentalement, ça doit être extrêmement dur. Il y a certains joueurs qui ont une santé mentale qu'il faut respecter à mes yeux, et c'est très dur de trouver la limite entre la masse de contenu qu'on est obligé de créer en tant que média aujourd'hui, parce qu'on est obligé de créer énormément, sinon l'audience va autre part. Si vous me regardez pas moi, vous regarderez Trash Talk, vous regarderez First Team, vous regarderez l'équipe, vous regarderez Eddie, vous regarderez Paf, vous regarderez Obsidia. Il y a plein d'autres gens que vous pouvez regarder si moi je sors pas quelque chose. Mais peut-être qu'après ça m'oblige à creuser vers des choses que je ne devrais pas creuser, qui est peut-être la santé mentale de Kyrie Irving. Je suis toujours mal à l'aise avec cette vidéo. Et voilà l'équipe, c'est une vidéo que j'ai pas trop scriptée, donc elle a dû être un petit peu longue. J'espère que vous avez kiffé. Pensez à mettre un like. Vous savez maintenant, je vous ai dit de mettre un like, comme ça m'aide à être mieux référencé pour un petit peu apparaître sur les fils d'actualité YouTube d'autres fans NBA et NFL. On est parti pour des jours assez difficiles. Prenez vraiment soin de vous. Moi, je vais sortir un petit peu plus de vidéos parce que maintenant, comme je vous ai dit, YouTube, c'est pas mon travail complet. Je suis freelance en vidéo à côté. Sauf que des gens qui ont besoin de filmer des choses, ça court pas les rues en ce moment. Donc j'ai plus de temps pour faire des vidéos sur YouTube. Et pour tout le reste, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour plus de NFL, plus de NBA. Ce sera tout pour moi. Allez, ciao!